Christine Combe de la ville de Lons-le-Saunier. Je travaille au service de l'eau. Donc l'eau potable à la ville de Lons-le-Saunier est gérée en direct par la municipalité. Donc la particularité, c'est que ce captage, il est à 10 km de la ville et que le bassin versant ne comprend pas la commune de Lons-le-Saunier. Donc c'est bien la commune qui investit, qui m'a chargé de mission pour protéger ce captage d'eau potable, mais on n'est même pas sur la Comcom et on est sur une commune qui est à 10 km. Donc qu'est-ce que ça va devenir avec la loi NOTRe ? On ne sait pas trop. On va fusionner avec d'autres syndicats d'eau et quel sera notre pouvoir d'intervention au niveau de ce nouveau syndicat ? C'est une interrogation. Donc, pour l'instant, on est gestionnaire du captage, donc du pompage jusqu'à la facturation, jusqu'à la protection. Et ça a commencé à Lons-le-Saunier dans les années 92, quand il y a eu des augmentations de nitrates et de pesticides dans l'eau potable. Donc, le fil conducteur, ça a toujours été l'eau. Et au départ, on a travaillé donc sur un petit territoire délimité par l'hydrogéologue d'environ 200 hectares, c'est-à-dire le cône de rabattement de la nappe phréatique dans laquelle on pompait. Et voilà, qui avait défini un petit périmètre d'environ 200 hectares et on a travaillé avec ces agriculteurs-là. Voilà. Maintenant, depuis le Grenelle de l'environnement, puisque le captage était classé Grenelle, on peut travailler sur le bassin versant, donc ça nous donne des outils juridiques et financiers, et on travaille sur un bassin versant qui est encore petit quand même par rapport à certains autres parmi vous, qui est de 5400 hectares et 3000 hectares agricoles. Voilà, on a réussi, au départ il y avait 4 agriculteurs en bio. Donc depuis les années 92, donc on a réussi, entre 92 et 2012, il y en a 4 qui sont passés en bio. De 2012 à 2016, on a réussi à en faire passer un vraiment en bio. Et on a une dizaine qui sont mixtes, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a de la vigne, il y a 110 hectares de vigne. Donc c'est le vignoble AOC, l'Étoile, le vin jaune, percé du vin jaune en 2018 dans ce petit village. Et puis polyculture élevage et grande culture avec rotation classique, colza, soja, maïs, céréales. Alors, vous avez beaucoup parlé hier de la réforme territoriale. Il y a quelque chose qui, de mon point de vue, est assez peu intégré. On en parle un peu, mais ça ne se fait pas beaucoup. C'est la coopération interterritoriale. Et moi, je suis un pur produit de cette coopération interterritoriale. Parce qu'en fait, je travaille sur 2 territoires en même temps. Donc, je suis chef du service agriculture, forêt et biodiversité de Grenoble-Alpes Métropole. Et en même temps, j'ai en charge l'aménagement des espaces agricoles et forestiers du Pays Voironnais, qui est une communauté d'agglos à côté de Grenoble. Donc, voilà, un poste mutualisé. Je pense que ça devrait se développer dans pas mal de collectivités, parce qu'il y a un vrai intérêt à partager des compétences comme ça entre territoires. Voilà, donc ça c'était juste rapidement sur l'introduction. Après, le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, c'est un territoire qui est métropole, donc de la loi MAPTAM depuis le 1er janvier 2015, ce qui implique pour nous de gros changements, des prises de compétences importantes, d'autant qu'on a sauté 2 marches d'un coup. C'est-à-dire qu'on n'était pas une communauté urbaine, on était une communauté d'agglomération. Donc on est passé de communauté d'agglomération en métropole, ce qui change beaucoup de choses en termes de prise de compétences, et notamment la prise de compétences plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui, du point de vue de l'agriculture, a beaucoup d'incidence. Donc un territoire de 450 000 habitants, 49 communes, dont 34 en zone de montagne. C'est ce qui caractérise notre territoire. On est un territoire de montagne avec des montagnes qui ont un peu tendance à dégringoler et en plus en dessous des forêts, des rivières qui ont tendance à s'échapper de leur lit sans nous prévenir. Donc c'est un territoire qui est très contraint par les risques naturels, d'où une compétition foncière très importante, complètement accrue par cette dimension-là. Mais un territoire qui, aussi, grâce à ces risques naturels, fait qu'on a 57% de forêt, 15% d'espaces agricoles, dont à peu près un tiers dans les casiers d'inondation contrôlés. Voilà, les risques naturels, ça a aussi des avantages. Pour donc 225 exploitants, la moitié a un atelier
en vente directe. Donc on est déjà dans ce qu'on évoquait ce matin, une agriculture qui est aussi une agriculture de service et pas qu'une agriculture de production. Et des exploitants avec des stratégies un petit peu différentes. On a beaucoup de gens qui sont des patrimoniaux, c'est-à-dire des gens qui entretiennent leur patrimoine parce que le rapport entre la terre agricole et la terre à bâtir viabilisée, c'est de 1 à 1000. Enfin, voilà. Donc les gens, quand ils sont propriétaires, ils ne vendent pas chez nous. Il y a très très peu de mobilité foncière. Et du coup, les agriculteurs travaillent souvent sur des toutes petites surfaces parce que les installations sont complexes à réaliser. Et du coup, ça s'intègre quand même pas mal dans le système de polyculture élevage alpin, qui est notre système traditionnel, très diversifié, qui fait que c'est aussi un atout pour aller vers une agriculture de proximité, et une agriculture aussi qui se tourne vers des filières locales. Voilà. Donc, juste à ajouter, puisqu'on est quand même à la FNAB, qu'on a 12% d'exploitations qui sont en bio dans le territoire, ce qui est, je crois, à peu près 2 fois ce qu'on trouve au niveau national, mais une dynamique d'installation qui est très très importante sur le bio. On a fait, là, sur les 4-5 dernières années, on est à plus de 60-70% des exploitations qui se créent qui sont en bio. Voilà. Et le répertoire installation départementale, il y a 75% des porteurs de projets qui veulent s'installer en bio. Donc on est vraiment dans une dynamique forte, mais je reviendrai après sur comment on a pris et pourquoi on s'intéresse autant à la bio dans ce territoire. Bonjour à vous, donc Philippe Lesage, je suis responsable du pôle développement économique et rural au niveau du parc naturel régional de l'Avesnois, donc un peu plus au nord. Je coordonne le pôle au niveau du parc, sachant que au niveau de la mission agriculture, aujourd'hui, il y a donc une chargée de mission qui est ici dans la salle, Caroline Rosalène, qui effectivement anime le dispositif qu'on va présenter tout à l'heure. Donc concrètement, le parc naturel régional, c'est 138 communes, 157 000 habitants. On est, je dirais, en frontalier avec la Belgique et puis le département de l'Aisne. On est dans les 3 parcs de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, et donc aujourd'hui dans les 4 et bientôt 5 parcs naturels régionaux des Hauts-de-France. Un parc qui s'est créé en 98. 98, on est sur la 2e charte, puisque quand on est, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on est classé parc naturel régional sur un territoire, on est classé pour 10, enfin maintenant 12 ans. Donc à chaque fois avec un projet de territoire qui est écrit, validé par les collectivités, communes, interco, régions, départements. Et dans ce projet, dans cette charte qui a été donc réécrite en 2010, qui vaut jusqu'en 2022, un objectif fort a été je dirais identifié, c'est 30% de surface agricole en bio d'ici 2022. Donc c'est un gros objectif, mais bon, qui permet effectivement de se donner, je dirais, légitimité quant à la dynamique. Tu peux juste rappeler la dynamique de développement de la bio en Nord-Pas-de-Calais, pour comparer ? On était à 1%, enfin je veux dire, oui, on est complètement... je dirais à 1% de la surface agricole. Donc, voilà. Aujourd'hui, sur l'Avesnois, on a 8,7. On est parti, il y a une dynamique qui est lancée. On reviendra tout à l'heure sur les résultats aujourd'hui. Donc un territoire herbagé, bocagé. Donc on est sur des systèmes agricoles, polyculture, élevage, essentiellement basés sur, au niveau de l'élevage, un bassin laitier, avec des systèmes herbes ou systèmes herbe-maïs, et puis bien souvent des cultures de vente en plus, donc principalement des bovins, un peu de bovins viande, et puis après des cultures de vente et un élevage annexe, mais c'est principalement un système de bovins. Avec des enjeux donc forts. En ce qui concerne le parc naturel régional, c'est principalement un enjeu de préservation du bocage. C'est ce qui fait aussi qu'on est venu, mais ça on y reviendra, sur les problématiques de politique agricole, parce que nous on a quand même, notre vocation première c'est la préservation de ce paysage bocager, et un deuxième enjeu fort qui est la préservation de la qualité de l'eau, et donc les deux se croisent et le bio vient effectivement rejoindre ces deux enjeux. Donc le parc national des Cévennes, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, c'est situé au sud du Massif central.
On y retrouve les paysages des hauts plateaux calcaires d'Écosse qui sont traversés par les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte. On y retrouve les massifs granitiques de l'Égoal et du Mont-Lozère, et qui accueillent plusieurs transhumants. Et puis on y retrouve aussi les vallées schisteuses des Cévennes. Donc ça, c'est le Mont-Lozère. Les vallées schisteuses des Cévennes qui accueillent plus des paysages de châtaigneraies, d'élevage caprin et tout ça. Là, vous voyez des terrasses d'oignons doux. Je vous fais juste le commentaire en direct. Donc le parc national des Cévennes, il a été créé en 1970 dans un territoire à forte déprise, agricole mais pas que. Il se situe à cheval entre la Lozère et le Gard. On compte à peu près 75 000 habitants en tout, qui est regroupé donc, surtout dans les villes centres. Donc il y a Alès, Le Vigan, Florac, voilà, pour vous situer un peu. Donc c'est un territoire très, très, très rural et très peu habité. Dans ce contexte-là, donc on compte à peu près 1500 agriculteurs. Ça représente 10% de la population active. Et donc on en compte à peu près 400 dans le cœur du parc national. Donc le parc national, il comprend une zone qui est protégée, qui est préservée. Et le parc national des Cévennes est le seul parc en France métropolitaine qui est habité dans son cœur. On compte 600 habitants au cœur de parc. Donc c'est des agriculteurs, mais pas que, voilà, des gens qui habitent dans les hameaux et tout ça. Donc avec des contraintes réglementaires au niveau de l'exploitation agricole, des contraintes architecturales, des contraintes au niveau de l'exploitation de la forêt, qui font qu'on préserve la qualité de ces paysages qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Donc, peut-être sur la bio, puisque ça a été développé partout. Ouais. Qu'est-ce on en est où en termes de développement de la bio sur ce territoire? Donc du coup, au niveau de la préservation de la biodiversité, des milieux, c'est un enjeu fort pour nous. Et depuis 2014, on a commencé ce travail-là au niveau de l'agriculture biologique, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Ce que je voulais juste dire, c'était qu'on avait une agriculture qui était très très diversifiée. On y trouve de la production ovine, donc autour de la l'AOC Roquefort, qui est faite par les brebis. Non, mais parce que tout à l'heure tu parlais des vaches pour le Roquefort, c'est pour ça. Donc voilà, ovins viande aussi, des bovins laitiers, des caprins, donc de la châtaigne, de l'oignon doux, du miel qui est très fort aussi, des plantes aromatiques et médicinales. Voilà, donc dans un contexte qui est assez naturel, donc qui est favorable à l'agriculture biologique. Donc pour nous, travailler sur l'agriculture biologique, c'était une manière de reconnaître à la fois ce travail-là qui est fait par les agriculteurs qui sont militants et qui travaillent sur l'agriculture biologique depuis de nombreuses années, mais aussi en cœur de parc, c'est pas forcément ce public-là d'agriculteurs qu'on retrouve, c'est les agriculteurs qui sont plus sur des systèmes intensifs avec voilà, de la production de céréales sur l'Écosse et tout ça, et donc là on a un enjeu plus fort, d'autant plus que c'est la zone protégée. Le point de départ, c'est l'eau potable, parce que si on peut vivre sans manger peut-être pendant un certain temps, ou en réduisant fortement sa consommation alimentaire, par contre au niveau de l'eau, on est très vite pris. Et voilà, donc là, cette eau, elle est importante par rapport au bassin qu'elle alimente en eau potable, par rapport aux animaux qui boivent cette eau, parce que les éleveurs de la zone, ils pompent l'eau dans la nappe. Et donc c'était vraiment la qualité de l'eau. Et il y a eu, en 92, il y avait des menaces de fermeture des puits parce qu'ils étaient contaminés par du lisier. Les agriculteurs répandaient le lisier vraiment autour des puits, quoi. Donc là, il y a eu, c'est vraiment le code sanitaire qui a fait prendre en compte la nécessité de préserver l'eau potable. Et on était dans les années 92. Et la première des choses qui a été faite, c'était tout de suite du dialogue avec les agriculteurs. Ce qui était ciblé, c'était les nitrates, le lisier et puis le désherbage du maïs. Et donc c'est immédiatement parti en direction des agriculteurs. Plus de maïs, comme ça il n'y aura plus de désherbage, plus de lisier,
des bandes enherbées, donc des bandes enherbées bien avant l'heure de la PAC en 2006, des bandes enherbées pour limiter les infiltrations d'azote et puis de désherbant du maïs. Voilà. Et ça a donné des effets immédiats. Alors on a travaillé pendant 20 ans, de 1992 à 2012, avec les agriculteurs sur ce mode-là de convention. Il y a eu un plus, c'est que ça a créé un partenariat avec une douzaine d'agriculteurs, et il y a eu un moins qui est très fort et qu'on a encore en boomerang actuellement, c'est qu'on a habitué les agriculteurs à une rémunération. Voilà. On les a rémunérés en contrepartie, ils ne faisaient pas de maïs, ils mettaient des bandes enherbées, donc on les a rémunérés pour un manque à gagner. Et aujourd'hui, les agriculteurs nous disent encore, on a besoin que vous nous payiez pour continuer à progresser. Donc ils sont dans une situation, un mot qu'on a dit à travers les ateliers, d'avoir le besoin d'une rente en permanence parce qu'ils ne gagnent pas leur vie et ils ont besoin d'avoir des sous qui viennent d'ailleurs. Alors voilà, donc on veut bien les indemniser, mais il faut bien toujours qu'il y ait une contrepartie. Quelle est la contrepartie? Et quitte à les indemniser, on met la barre très haut, on vous indemnise, mais vous passez en bio. Voilà, c'est un peu c'est pas du chantage, mais c'est la négociation qu'on essaye d'avoir avec eux. Donc entre 92 et 2012, il y a eu la politique agricole nationale qui est intervenue aussi, qui a interféré, il y avait eu les CTE à une certaine époque, qui a encouragé au passage à l'agriculture biologique. Donc là, il y en a 2 qui sont passés à l'agriculture bio et qui se sont posés le débouché de leurs produits. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec leur blé à faire du pain pour la restauration municipale. Et qu'après, ça a débouché sur d'autres filières, viande, etc. Donc ça a tout de suite fait le lien du bio, restauration collective. Mais pour autant, ces agriculteurs qui sont passés en bio n'ont pas créé une impulsion, c'est ce qu'on aurait aimé, que ça crée une impulsion auprès des autres producteurs qui étaient à côté d'eux. Ça a plutôt fait l'effet négatif, c'est-à-dire que les autres ont dit « ouais, mais vous avez vu les rendements qu'ils ont, vous avez vu dans quel état sont leurs champs, c'est envahi de panique, c'est envahi de barbarie, c'est envahi de mauvaises herbes ». Ils s'en sortent parce qu'ils ont une autre production à côté. Alors effectivement, ces agriculteurs qui sont passés en bio, ça faisait partie des agriculteurs très entreprenants. Ils y allaient parce qu'ils s'ennuyaient dans les productions qu'ils faisaient. C'était des gens qui calculaient, qui étaient innovants, qui aiment les défis techniques. Ils se sont lancés dans des plants de légumes en bio. Ils ont monté des serres. Donc les serres, maintenant, ils n'arrêtent pas d'en construire. Donc leur activité des serres, elle est très productive. Ils ont 130 hectares en grande culture. Bon, voilà, les agriculteurs à côté disent ouais, ils s'en sortent à cause des serres, ils ne s'en sortent pas par la grande culture. Donc ça n'a pas fait l'effet boule de neige qu'on attendait. Voilà. Alors après, on utilise tous les leviers. Et en 2012, on a pris la DUP, déclaration d'utilité publique, donc ça c'est obligatoire. Et dans cette DUP, on a négocié avec les agriculteurs. Et on a réussi à négocier avec eux en disant puisque vous voulez faire du maïs, refaites du maïs, mais faites-le en bio. Et donc on a négocié qui est une zone qui fait 70 hectares. Vous y faites ce que vous voulez, à condition qu'il y ait de la bio. Donc on ne peut pas les obliger à passer en bio. Par contre, on les oblige à travailler selon le mode de la bio, à condition qu'il y ait des prairies et à condition qu'il n'y ait pas plus de 30 unités d'azote organique qui soient mises. Donc, l'effet de ces 70 hectares, surtout en prairie et en bio, a entraîné une chute des nitrates spectaculaire en 2 ans. On était à 22, on est passé à 13. Donc on a diminué tous les ans, 18, et là on est à 13-14 en milligrammes par litre dans l'eau potable, alors qu'on était à entre 20 et 22. Bon, on était bien placé, 20-22, mais on a eu une chute, et on explique la chute par la mise en place de ces prairies, le fait qu'on ait interdit donc l'azote soluble, l'azote minéral soluble, puisqu'ils sont obligés de travailler en bio, et même qu'étant en bio, on a aussi réduit l'azote organique. On a réussi aussi des conversions, parce que dans le cadre de la DUP, on a mis en place un volet foncier, on a proposé aux propriétaires fonciers, sur les 220 hectares des périmètres rapprochés, on a écrit à tous les propriétaires fonciers en leur disant soit on vous achète vos terrains, soit on vous indemnise. C'est légal. Voilà. Et donc beaucoup de petits propriétaires fonciers isolés, proches de la retraite ou même en retraite, etc., ont été bien contents de nous vendre leurs terrains.
Donc on a mis une prime, un prix à l'hectare qui était incitatif. Et voilà, donc on est devenu propriétaire de terrain. Entre-temps, il y a des agriculteurs qui sont partis à la retraite. Et parce qu'on était propriétaire, on a pu dire, voilà, on loue ces terrains à des agriculteurs qui seront bio. Et là, on a eu plein de candidats pour devenir tout d'un coup bio, pour avoir les terrains. Donc ça a permis d'introduire un éleveur vraiment bio qui était en train de se convertir, enfin qui est en conversion et qui est très dynamique. Donc on a apporté du sang neuf en bio, en dynamique sur le terrain. Donc il y a le foncier, il y a donc cette DUP, c'est 70 hectares où on a imposé la bio. Et là, ça a fait des agriculteurs bio mixtes. On s'est dit, bon, tant pis, on y va sur la mixité. En se disant, on va leur faire goûter la bio, on va bien les accompagner, leur faire goûter la bio pour qu'ils étendent leur pratique bio. Alors c'est vrai que c'est ce qui se fait, ils sont contents de ce qui se passe sur la bio sur ces 70 hectares, il y a un peu de prairie, il y a un peu de culture, on les accompagne à fond, donc on s'aperçoit qu'il y a un manque de technicité qui est énorme. Voilà, il y en a un, il y a un champ, il est envahi de rumex et il me dit je ne sais plus quoi en faire, donc il ne l'exploite même plus son champ parce qu'il dit je sais le traiter en chimie mais je ne sais pas le traiter en bio. Et il n'y a personne qui est capable de lui dire comment le faire en bio. Donc il faut, voilà, on va l'accompagner. Voilà, on va l'accompagner, on va aller voir l'ITAB, on va aller voir tout le monde, même à faire des réunions avec les agriculteurs, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va se dire voilà, c'est envahi de rumex, et on relève le défi de rendre ces 2 hectares, de les rendre rentables. Et pareil, sur les prairies en bio, ils ne savaient pas comment faire, donc il a fallu aller chercher pour eux les semences, leur dire il faut aller voir telle société pour avoir tel type de semences. Enfin, et c'est dingue, quoi. Il y a un manque de formation technique très, très pratique. Et à côté de ça, voilà, on fait ça. Et après, il y a les autres. Alors, dans les autres, on s'est aperçu que dans les autres, il y a des agriculteurs qui sont à fond dans l'agriculture de conservation, donc sans labour. Et qui dit sans labour, dit désherbage à fond au printemps. Et ces agriculteurs-là, ils sont dynamiques, ils ont envie d'évoluer, ils calculent leurs marges, ils sont très pointus, ils aiment l'innovation, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et eux, pour les amener à la bio, c'est un peu compliqué. Alors, on avait commencé un peu des essais, mais on s'aperçoit qu'on s'est fait piéger dans ces essais. Pendant 4 ans, on a fait des essais, on a essayé de mettre en place des outils avec l'ISARA, des outils un peu techniques, de désherbage mécanique, mais on se fait piéger parce qu'à chaque fois, les suivis sont plus ou moins techniques, ne vont peut-être pas assez loin, ou alors on a une masse de données puis on n'arrive plus à prendre du recul nécessaire. On a l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. Et là, on est en train de reprendre ça en main. On fait attention de ne pas mettre à la fois les bio d'un côté et puis ces gens qui sont partis dans l'agriculture de conservation de l'autre. Donc on essaie toujours d'avoir ce que vous disiez, il faut réunir et il ne faut surtout pas diviser. Et alors le truc qu'on a trouvé, c'est de dire on va partir à fond dans cette technique-là. Ceux qui sont en agriculture de conservation, ils ont passé le mur du sang labour, donc ils ne reviendront jamais en arrière. Donc il faut que par les cultures associées, que par des itinéraires techniques, par de la pointe, on arrive à les faire évoluer vers la bio. C'est le défi qu'on a. Donc là, on est à fond dans l'agronomie avec eux, et voilà, dans des suivis de plus en plus précis sur les adventices. Et ceux qui sont en bio, ils ont passé le mur du sang de la bio, ils ne reviendront jamais en arrière. Et eux, il faut qu'on les fasse évoluer sur les cultures associées, sur les plantes bien adaptées, sur le travail du sol. Et finalement, pour que ces 2 profils-là arrivent à se rencontrer dans un mode d'exploitation qui soit à la fois bio et qui soit avec un travail du sol qui soit préservé. Parce qu'on a des terrains qui sont très argileux, qui sont quand même assez difficiles à travailler. Donc ils sont tous très très sensibles au travail du sol. Donc on est à fond sur l'agronomie là-dessus. Bon voilà, on se donne 2 ans pour voir comment ça va marcher. Et à côté de tout ça, on se dit on en a marre, il faut qu'on aille plus vite. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? On sait que la bio ça marche. Et donc à partir de lundi, on se dit on voit bien la crise agricole, elle est sans précédent. Pour rencontrer un peu les agriculteurs, ils dépriment, ils n'ont pas de sous. Ils ont des trésoreries très difficiles. Si 2017 est aussi difficile que 2015 et 2016, ça va être très dangereux dans les exploitations agricoles. Ils sont démoralisés. Ils n'encouragent même plus leurs fils à reprendre.
Ils sont complètement perdus, les prix sont catastrophiques, donc il y en a qui commencent à arrêter, à trouver des boulots à l'extérieur. Donc on s'est dit, il est temps de reprendre ça en main. Et pour reprendre en main, c'est leur dire, il faut y aller à fond vers la bio. Pour nous, c'est rentable. Donc on est prêt à y mettre des sous pour les aider à se convertir. Alors, en faisant attention de ne pas tomber dans le piège de la rente. Et en même temps, on comprend qu'ils ne savent pas y aller, donc il faut un accompagnement technique important. Et il faut développer les filières encore plus que jamais. Voilà, on a appris qu'il y a on peut faire de la bière, on peut faire du lait, on peut faire, on est prêt à innover vraiment à fond avec les productions qu'ils ont pour les transformer localement. Et comme on disait, de ne pas louper cette entrée globale. Donc tout ce que vous avez présenté, ça va me servir un lundi après-midi. Cette entrée globale sur la santé, sur l'alimentaire, quoi. Et alors sur la santé, donc on fait beaucoup d'analyses d'eau. Donc on s'est aperçu qu'on avait diminué en nitrate. On fait des analyses sur les pesticides. Et dans les pesticides qu'on a trouvés dans l'eau, sur les eaux superficielles ou eaux souterraines, on regarde les produits qui sont dangereux. Donc là, un produit sur 2 qu'on retrouve dans l'eau, c'est un produit qui est ou cancérigène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction, ou neurotoxique. Et ça, c'est des choses qu'on s'est bu. Voilà. Donc c'est vrai que quand moi j'arrive avec ces résultats-là sur la qualité de l'eau, ça justifie qu'on continue à avancer et à avoir un programme d'action qui soit toujours plus ambitieux et rigoureux et vigilant. Les limites administratives d'un territoire sont jamais les bonnes. Donc nous, on est très enclin à travailler avec nos voisins. Et la politique agricole en est un bel exemple, parce qu'en fait, la politique agricole ne s'est pas créée, ne s'est pas développée dans la région grenobloise, autour de la métropole, mais dans l'Y grenoblois, qui sont en fait les vallées de l'Isère et du Drac, coincées entre les 3 massifs de Beldonne, de Chartreuse et du Vercors. Donc déjà, les territoires, même intercommunaux, n'étaient pas les bons. Donc ça s'est bien développé en interterritorialité, et il y a bientôt 40 ans de ça. En écoutant ce que disait Lons Le Saunier, moi j'avais envie de dire, vive le conflit. Parce qu'en fait, c'est bien d'un conflit, là, sur la qualité de l'eau, qu'est partie la volonté de mettre tout le monde autour de la table pour gérer ces problématiques. Et chez nous, c'est aussi un conflit qui a amené l'agriculture à être prise en compte, sauf que ce n'était pas un conflit sur la qualité de l'eau, c'était un conflit d'aménagement, dans la mesure où, dans les années 70, l'État voulait imposer une ville nouvelle dans la vallée de l'Isère. Je vous l'ai dit tout à l'heure en présentant le territoire, on est dans un territoire extrêmement contraint, il y a très peu d'espace de développement, et là, l'État avait l'envie de faire comme autour de Lyon, ce qu'on a à l'île d'Abo, de ces quoi-là, une ville nouvelle. Et il y a un certain nombre d'élus qui se trouvaient pour certains d'entre eux être aussi des agriculteurs, qui ont réagi et qui ont choisi le levier de l'intercommunalité pour s'opposer à ce désir étatique. Et donc c'est autour de cette lutte contre la ville nouvelle que s'est construit l'argumentaire de la défense des espaces agricoles du territoire. Donc ça, c'était le point originel. Et après, une fois qu'on s'est dit, ok, il faut bien protéger ces espaces, c'est pourquoi faire. Et assez naturellement et assez vite, on est allé sur une logique aussi économique, une logique qui était pas encore dans une problématique d'emploi, mais bien sur une logique où l'agriculture devait s'auto-satisfaire, s'auto-financer. Donc petit à petit, on a aggloméré comme ça la prise en compte des différents enjeux, donc enjeux de planification, enjeux économiques, et puis je vous l'ai dit, territoire et des cailloux qui tombent et des rivières qui sortent. Très vite, l'agriculture et la forêt, parce que j'aime bien parler moi des 3 vers, agriculture, forêt et espaces naturels ensemble, qui contribuent à l'aménagement du territoire, la lutte contre tous les problèmes divers et variés de risques naturels, qui se couple très vite avec la protection de la ressource. Donc là aussi, il y a des conjonctions d'intérêts, protection de la ressource et prise en compte des enjeux d'évolution climatique.
tout ça se tricote et s'enchaîne assez bien. Et en fait, on voit que en déterminant une politique agricole de territoire, on répond à tous ces enjeux-là. Et les derniers qui sont arrivés sur la scène, et ce n'est pas les moins importants, on se rend compte qu'aussi derrière tout ça, il y a vraiment un enjeu d'attractivité du territoire. Et pour nous, collectivités, c'est réellement important. On est un secteur qui est extrêmement impliqué dans le développement de la haute technologie, etc. Et quand vous voulez attirer des ingénieurs et des entreprises américaines ou autres, la qualité du cadre de vie que vous pouvez offrir à ces gens qui vont venir du bout du monde, c'est pas anodin, et ça fait partie de la stratégie de développement territorial. Et donc là, ce qui est assez nouveau, c'est que l'agriculture contribue aussi à cette attractivité-là. Et de la même manière, territoire contraint, tous nos documents de planification, à juste titre, nous disent qu'il faut qu'on arrête de manger les espaces. Et si on arrête de manger les espaces, ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise la ville sur la ville, ce qui est un de nos gros enjeux, nous, dans notre territoire, qu'on met en place. Sauf que construire de la ville sur la ville, ça veut dire densifier. C'est un terme que les élus et les habitants n'aiment pas. Et du coup, développer et maintenir une campagne en proximité accessible et agréable, ça participe de l'acceptation sociale de cette densification. Et là-dessus, nous, on joue vraiment aujourd'hui sur ces problématiques. Et je vous l'ai dit, moi je m'occupe du service agriculture, forêt, biodiversité. On est de plus en plus en train de travailler sur des logiques de pénétrantes de l'agriculture et de la nature en ville, parce qu'il faut que l'interpénétration entre les deux espaces soit de plus en plus forte, mais qu'on protège aussi quand même les espaces agricoles. Donc il faut que tout ça se fasse en bonne intelligence. Donc là-dessus, on a un certain nombre de documents cadres qui nous servent à aller vers cette territorialisation de la politique agricole. Tout ne se décide pas à Bruxelles en agriculture. On a aussi des leviers locaux. Donc déjà, il y a le document cadre de référence de notre territoire, de notre projet de territoire. Ensuite, on a un plan énergie-climat qui est qui a 5 ans maintenant et qui est assez prescriptif dans les domaines et qui utilise réellement l'agriculture et la consommation de produits locaux comme un vecteur. On a un SCOT qui est, pour avoir travaillé sur plusieurs SCOT en France et regarder comment ça fonctionnait, qui est quand même un bon SCOT, qui est très prescriptif. On a aussi, puisqu'on fait partie d'un réseau national qui s'appelle Terre en Ville, qui a mis en place une charte nationale qui nous donne des pistes et un cadre pour développer des politiques agricoles territoriales. Donc on s'est inscrit, nous, dans cette démarche Terre en Ville. Donc tout ça, c'est des documents un peu de cadrage qui font que on est arrivé donc en 2015 à la 4e génération de documents cadres agricoles. Donc c'est une délibération cadre dans le cadre de la métropole qui était portée donc par la vice-présidente Françoise Odinos et puis notre président Christophe Ferrari. Là-dessus, il y avait vraiment une conjonction politique. Elle a été votée à l'unanimité, cette délibération cadre. Donc c'est vraiment partagé dans le territoire, et on a mis en place aussi une gouvernance de la gestion de l'agriculture qui est importante avec tous les acteurs à la fois du monde agricole. Donc on a un groupe de pilotage agriculture dans lequel il y a tous les syndicats agricoles, tous, la chambre d'agriculture, mais il y a aussi le conseil de développement, il y a aussi les associations de consommateurs, il y a aussi les associations environnementales. Voilà, donc on a quelque chose qui est très large en termes de gouvernance, et ce qui nous a permis de mettre en place une politique agricole qui s'appuie en fait sur 2 axes forts. Le premier, c'est protéger les espaces, parce que si on ne les protège pas, le reste ne sert à rien. Et le deuxième, c'est valoriser la dimension économique et alimentaire de ces espaces-là. J'y reviendrai après sur la description de en quoi le bio est particulièrement préservé dans le cadre de cette politique-là. Oui, peut-être revenir aussi sur peut-être quelques actions concrètes au niveau agricole qui sont développées ou qui ont été développées. On y reviendra après. On donne la parole à Philippe ou tu continues un peu. Comme tu veux. C'est toi qui décides.
peu importe. Allez, développons. Alors, ça fait longtemps qu'on a mis en place une politique de développement agricole. On a mis en place un fonds intercommunal de développement agricole à la fin des années 90, il me semble, dans ces eaux-là, même avant. Enfin, c'est le Pays Voironnais qui l'a mis en premier, le Grise-du-Vaudan l'a suivi, puis la métropole l'a mis dans ces années-là. Donc c'est un fonds d'aide sur fonds propres, qui est entièrement dédié au développement agricole. Le passage en métropole nous a donné des compétences qui n'ont fait que renforcer cette nécessité et la légitimité à agir sur l'agriculture. Aujourd'hui, dans la compétence que nous avons récupéré la compétence gestion des abattoirs et gestion du marché d'intérêt national. Donc on est devenu un réel acteur des filières alimentaires du territoire, parce que ces outils-là sont de notre compétence. Et après, dans la démarche de développement et notamment d'approvisionnement de la restauration scolaire, on avait créé en partenariat avec le Pays Voironnais une légumerie, donc qui est le troisième outil, j'allais dire, de structuration de filières territoriales. Donc sur le fonds, les appels à projets sur fonds propres, le fonds intercommunal de développement agricole, on a 4 appels à projets qui sont des appels à projets permanents. Un qui est sur l'installation, un deuxième qui est sur le développement des circuits de proximité auprès des exploitants. Toutes les procédures, régions et autres, sont basées sur de l'accompagnement collectif. Nous, on a un territoire où parfois il reste que 2-3 exploitants sur certaines communes. Quand les 2-3 exploitants en question ils font pas la même production, aller faire du collectif là derrière, c'est très compliqué. Donc on a développé aussi des outils d'accompagnement individuel. Donc c'est accompagner des gens à créer des ateliers de transformation, ateliers de découpe, etc. Et tout ce qui est accompagnement à la réorientation de la commercialisation vers les circuits de proximité. Un troisième appel à projet qui est sur la gestion des coteaux, parce qu'on a une problématique particulière de fermeture des paysages. Je renvoie à ce que je disais sur le cadre de vie, etc. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, à la fois pour la biodiversité et pour l'aspect paysager. Et le quatrième appel à projet, qui est le dernier en date, qui n'a qu'un an, 2 ans, c'est justement cette ouverture entre l'agriculture et la ville, de manière un peu plus forte. Et c'est un appel à projet sur les jardins et ruchers collectifs. Voilà. C'est la politique agricole qui gère la gestion des jardins et des ruchers collectifs. Voilà, donc c'est les outils qu'on a mis en place avec, en complément de tout ça, une politique d'intervention foncière qui est sur les 3 verts, agriculture, forêt et biodiversité, qui nous a permis d'installer des agriculteurs, de créer une ferme intercommunale, de créer, là c'est le dernier projet en cours qui est en train d'aboutir, qui est la création d'une ferme d'insertion. Et puis, plus généralement, d'acheter des terrains quand ils risquaient de partir à des non-agriculteurs ou à de l'agrandissement, comment dire, ouais, de structures qui n'avaient pas forcément besoin de s'agrandir encore. Voilà. C'est très conflictuel. Et vous avez Eh bien, j'ai des élus qui ont un certain courage, ouais. Oui. Mais après, on a une convention de partenariat avec la SAFER et le PF local. Donc c'est une convention tripartite entre la SAFER et voilà. Et pour tout vous dire, discrètement, parfois la SAFER nous demande d'intervenir sans qu'elle en ait forcément fait une énorme publicité. Voilà. Attention, c'est filmé. Hein. Voilà, je sais. Mais après, là aussi, je veux dire, on n'est pas des bisounours. Moi, j'ai eu un échange avec le président de la SAFER il y a peu de temps pour lui dire que c'était bien gentil, mais qu'on en avait un peu marre d'être les poulies d'or de l'attribution foncière. C'est-à-dire que, comme par hasard, sur ces derniers temps, comme on avait quand même beaucoup acheté, on arrivait toujours en second dans l'attribution.
Et donc en clair, ça veut dire que si l'agriculteur à qui, ou la personne à qui la SAFER si la personne que la SAFER met en premier rang n'est pas suivie par sa banque, n'arrive pas à trouver les fonds, etc., nous on est là en filet de sécurité. C'est pas notre politique, quoi. On n'est pas là pour sécuriser les interventions financières de la SAFER. Nous, ce qu'on veut, c'est développer une politique d'intervention foncière qui nous permet de renouveler les exploitations et notamment d'installer du bio. Voilà. C'est un choix politique, d'abord. Et ne croyez pas que c'est un choix politique parce qu'on est à Grenoble. La délibération que j'évoquais tout à l'heure, elle a été votée à l'unanimité. Ça veut dire que dans le territoire, d'une manière générale, et ça transcende les courants politiques, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de l'agriculture et au-delà de l'intérêt d'une agriculture de qualité. On est dans un secteur où il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de gens impliqués un peu dans des perspectives d'excellence. L'agriculture bio, aujourd'hui les meilleurs techniciens en agriculture c'est les bio, parce que quand on travaille sans la béquille chimique, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de finesse technique, etc. Et ça plaît énormément à l'esprit grenoblois. Donc déjà, il y a cette espèce de challenge technique qui séduit notre territoire. Et donc, quand je dis choix politique, qu'est-ce qui motive un choix politique ? C'est d'abord la demande des habitants. Donc si nos élus s'impliquent derrière le bio, c'est parce que les habitants, et je disais tout à l'heure que dans le groupe de pilotage, il y avait le conseil de développement, les consommateurs, etc. Ces gens-là portent ce message de on veut une agriculture de qualité. Et donc la bio, elle est reconnue comme agriculture de qualité. Donc ça, c'est une première dimension importante. La deuxième dimension importante, même si ça grince parfois avec la profession agricole en place, notre enjeu, on a une population agricole qui est dans la moyenne d'âge est proche de 55 ans. Donc on a un enjeu de renouvellement des exploitations agricoles qui est énorme. Je le disais tout à l'heure, 75% du répertoire départemental à l'installation, c'est des gens qui veulent faire du bio, c'est QFD. Je veux dire, si on ne prépare pas le terrain demain pour accueillir des porteurs de projets avec des espaces, avec des structures, des filières qui correspondent aux aspirations de ces porteurs de projets, on aura un gros souci de renouvellement de nos exploitations. Donc c'est de notre devoir de collectivité qui prépare le système dans lequel on sera dans 10, 20 ans, il faut qu'on prépare l'accueil des bio. Ça se traduit déjà dans le PLUI, où on est en phase de diagnostic, et on va protéger tous les espaces qui sont en bio, parce que pour nous, c'est des espaces qui sont d'un très très gros enjeu. 2 à 3 ans avant qu'un sol puisse être réellement dans une logique bio, et pas que au niveau de la certification, qui fonctionne vraiment avec sa vie comme un terrain bio, ça se protège, quoi, parce que c'est un investissement qui est important. Donc ça aussi, les élus aménageurs, ils le comprennent. Donc c'est intéressant. Donc la première chose, c'est protéger les espaces et protéger plus les espaces bio. D'une manière générale, ma vice-présidente, elle dit toujours moi j'aide toute l'agriculture, mais plus le bio. Donc c'est vraiment l'esprit qui préside aux choses. Je vous ai parlé tout à l'heure du Fonds intercommunal de développement agricole, de nos appels à projets agriculture qu'on a mis en place sous l'égide de la DDT, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, une collectivité. Donc on a fait très attention à respecter tous les règlements européens, etc. Mais on a mis en place des systèmes de bonification pour les agriculteurs qui sont en bio. Donc sur l'aide à l'installation, c'est plus de 1 000 € si vous vous installez en bio. L'aide pour les ateliers de transformation, les systèmes de commercialisation, etc. n'ont pas les mêmes plafonds, n'ont pas les mêmes taux si vous êtes en bio ou pas en bio. Voilà. Donc il y a toujours ce principe de bonification sur le bio. Ensuite, je vous ai parlé aussi de notre intervention foncière.
Donc on a ce système d'intervention qui est en place depuis 4-5 ans maintenant. On n'achète pas non plus, on n'est pas à 5000 hectares, mais on achète à peu près, bon an, mal an, entre 20 et 30 hectares par an. Et ces hectares dont on fait l'acquisition, on les loue à des agriculteurs avec des systèmes de baux environnementaux dans lesquels on inscrit comme système plancher qu'il faut que les producteurs soient en bio. Donc les terrains dont nous sommes propriétaires, on n'installe que du bio dessus. Voilà. Pareil, quand on a créé la ferme intercommunale, dans le cahier des charges du recrutement des agriculteurs, il fallait qu'ils soient en bio. Et après, il y a dans l'accompagnement, donc là on était plus sur l'amont, sur l'aval de la filière, on a mis en place avec la DABio, alors je pourrais, ça a des noms un peu bizarres, des fois c'est le GAP, des fois c'est, chez nous ça s'appelle la DABio, un accompagnement des communes. Donc c'est là où c'est intéressant, hein. Je veux dire, on n'est pas toujours en train de se friter avec l'agriculture classique. Là c'est un fonctionnement entre chambre d'agriculture et Adabio pour accompagner les communes pour qu'on puisse mettre en place dans les cahiers des charges de restauration scolaire la notion de produits bio et produits locaux. Voilà. Et puis aussi sur l'aval de la filière, je vous l'ai dit, on est compétent depuis 2015 sur le marché d'intérêt national et on vient d'accompagner donc Manger Bio Isère, qui est la plateforme d'appro de la restauration collective dans notre département, pour qu'elle s'installe sur le site du Mine, donc dans Grenoble, et qu'elle diversifie son champ d'activité, c'est-à-dire qu'elle était uniquement centrée sur la restauration scolaire, ce qui pose des gros soucis par rapport aux vacances, avec des calendriers un peu qui ne correspondent pas toujours à nos calendriers de production, enfin voilà. Et donc pour développer des marchés chez les restaurateurs et chez tout ce qui est fruitier détaillant, etc. Donc un box sur le Mine de Manger Bio Isère qu'on accompagne en développement là-dessus, quoi. Voilà, donc on aide toute l'agriculture, mais plus le bio. Bon, je pense qu'on a croisé en fait des enjeux par rapport justement à la deuxième écriture de charte au niveau du parc naturel régional, puisque j'ai dit qu'on était parc depuis 1998. Une première charte très axée sur la préservation du bocage, qui l'est toujours aujourd'hui, mais effectivement c'était l'enjeu majeur avec, quand on parlait tout à l'heure de politique agricole, on était plutôt sur une logique de plan bocage qui avait été décliné dans différents axes, autant sur l'aspect connaissance du bocage, connaissance, une logique un peu de préservation, y compris réglementaire, et puis un travail de contractualisation, puisque nous on en a fait vraiment un réel outil qui nous a servi et qui nous sert encore. J'y reviendrai sur l'acculturation des agriculteurs à respecter des cahiers des charges, qui de ce fait-là peut faciliter à un moment donné des conversions bio, parce qu'à un moment donné il y a des pratiques et des habitudes qui sont prises, même si c'est pour, quand on est dans le cadre d'une MAE aujourd'hui ou d'un CTE à l'époque, des choses moins globales par rapport à l'exploitation, mais pour autant qui créent quand même un contexte culturel de j'accepte un cahier des charges moyennant rétribution, certes, aujourd'hui. Et donc ce plan bocage continue, pour autant il n'est plus aussi formalisé comme il pouvait l'être dans la première charte, mais donc on continue à travailler bien évidemment avec la profession agricole, parce que qui dit préservation du bocage dit acteur principal, l'agriculteur. Dans la deuxième charte, un enjeu majeur a été réaffirmé, c'est la préservation de la ressource en eau. Et donc, de ce fait-là, de pouvoir effectivement être... bon, je pense que quand on est dans les écritures de charte, on est dans... Peut-être pas dans l'utopie, mais presque, à un moment donné, dans les échanges qu'il pouvait y avoir dans l'écriture, sachant que c'est quand même une écriture partagée, ça ne se fait pas sur un coin de table décidé par un ou deux technos avec un élu, c'est vraiment une écriture de charte, ça prend 3 à 4 ans, donc c'est pas non plus, c'est pas un projet comme ça qui s'invente. Pour autant, il y avait une volonté effectivement forte
marquer une dynamique. On était en 2010. On n'était pas du tout, je pense, encore dans cette dynamique qui aujourd'hui est enclenchée au niveau économique. Enfin, je pense que on en voyait les débuts, mais pour autant, c'était pas encore aussi. Voilà, il y avait quand même une volonté forte de la région, une volonté aussi de l'agence de l'eau de se dire il y a un enjeu en matière de qualité de l'eau, donc on peut vous suivre, mais il faut que vous soyez ambitieux, quoi. Donc, à un moment donné, ça reste un objectif. Voilà, il est sur le papier. Après. Je dirais, on y arrive pas, on verra bien. Pour autant, aujourd'hui, ça nous donne de la légitimité. Au début, je pense que les agriculteurs, dans la série d'objectifs, je pense pas qu'ils avaient vraiment pris garde qu'on avait mis cet objectif-là de manière aussi ambitieuse. Quelque part, aujourd'hui, ça nous sert parce que c'est une manière de dire la dynamique est enclenchée, mais on est loin d'être arrivé au bout. Parce qu'on pourrait suffire quelque part aujourd'hui à se dire, voilà, on est déjà à 8,7 et tant mieux, on vise les 10 ou j'en sais rien. Là, on sait que, je veux dire, il nous reste peu de temps pour y arriver. Ça donne, je dirais, un cap. Donc ça, je pense que c'est... ça ne nous empêche pas de dormir, hein. On n'est pas tous les soirs à regarder, on n'y arrivera pas, qu'est-ce qui va se passer. On est plutôt à se dire, voilà, on affiche quelque chose qui nous donne une certaine légitimité justement de se mettre autour de la table. Et c'est pour ça que, donc, en termes de méthode, au vu de ça, on a, je dirais, au fur et à mesure progressé en termes de méthodologie pour arriver à notre démarche aujourd'hui. Donc concrètement, parce que en termes de calendrier, si en 2008, en fait, hein, on a commencé à travailler à une commande qui avait été lancée par l'agence de l'eau sur une démarche un peu expérimentale au niveau de 8 communes pour justement travailler sur une démarche concertée de revoir la qualité de l'eau en lien avec à la fois la profession agricole, mais aussi tout ce qui concernait l'assainissement, donc de mettre aussi les communes, les habitants face à leurs responsabilités. C'est ce qui a permis d'enclencher une démarche, je dirais, de concertation où on n'a pas forcément focalisé toute la problématique de la qualité de l'eau chez les agriculteurs. Donc déjà, ça a permis un peu de désamorcer le débat en disant il n'y a pas que l'agriculteur qui crée de la pollution. Et les démarches qu'on enclenche, elles se font de manière globale et on regarde la problématique de l'eau dans sa globalité, y compris sur des enjeux d'assainissement. Ça, c'est une première chose. Cette démarche un peu concertée au niveau des 8 communes a bien fonctionné. On l'a élargie à la demande de l'agence qui avait défini sur l'Avesnois, en gros, la moitié des communes, pour faire simple, sont classées à enjeu haut par rapport à des problématiques de captage. Et donc, on a élargi un peu cette démarche concertée, donc avec des actions comme ça d'accompagnement et de sensibilisation pour... Au niveau agricole, dans un premier temps, parce que là, la profession poussait plutôt sur une démarche d'agriculture orientée bio. C'était le terme qui avait été défini dans les années 2010. En gros, c'était un terme consensuel où on n'osait pas encore parler trop de bio parce que ça faisait peur à beaucoup, y compris aux responsables agricoles. Et cette notion d'orienté bio, bon, il y avait un peu de bio, mais c'était pas encore... voilà. Donc, nous, on avait accepté le terme parce que, là, en tant que parc, on aime les consensus. Pour autant, on savait très bien que l'orientation bio, comme il le voulait, c'est un travail à la parcelle. Et on n'est pas, je veux dire, si on veut avoir du résultat, il faut qu'on travaille à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle des exploitations. Mais n'empêche qu'il y avait déjà, je dirais, un accord par rapport à cette démarche qui était déjà un premier pas. Il n'y avait pas un point de blocage. Alors, il faut savoir qu'on a toujours eu, au niveau du parc de l'Avesnois, un très bon contact, enfin, bon relationnel avec la profession agricole, pour différentes raisons, mais on pourra y revenir. Mais on ne fait pas partie des parcs où il y avait généralement, je dirais, un clivage, en gros, les écolos d'un côté et les agriculteurs de l'autre. Il y a toujours eu un dialogue, il y a toujours eu des actions très concrètes qui ont fait qu'on a toujours pu passer, je veux dire, où on a gardé un contact de discussion, parfois tendu, mais jamais conflictuel. Je pense qu'effectivement, on n'est pas toujours d'accord, on ne l'est toujours pas forcément, mais pour autant, on reste dans une démarche constructive. Et je pense que ça va même de mieux en mieux.
Donc, on évolue dans cette démarche et donc le parc en 2011 décide de mettre en place un comité de pilotage bio pour justement mettre tout le monde autour de la table. Les structures techniques qui interviennent, notamment le GAB Nord, la Chambre d'agriculture qui intervenait, de se dire il faut qu'on travaille dans le même sens, donc de regarder concrètement ce que chacun fait, bien se connaître, apprendre à croiser un petit peu. Il y a des gens qui interviennent sur le territoire, on ne sait pas trop ce qu'ils font, donc on a des contacts avec des agriculteurs, des contacts avec des structures d'accompagnement. Donc voilà, donc il y a eu une volonté déjà de mettre en place un lieu de rencontre, donc un comité de pilotage où effectivement tout le monde a pu déjà discuter et échanger sur les pratiques. Cette démarche a évolué. Au fur et à mesure, on a défini un peu des actions communes et des actions qui étaient portées. Alors on a la chance effectivement que l'Agence de l'eau finance en fait des actions d'accompagnement à la fois techniques, mais on y reviendra après sur le programme d'action. Mais donc voilà, d'avoir un financeur qui finançait individuellement l'ensemble des acteurs pour un certain nombre d'interventions, et notamment des interventions sur les territoires, et en l'occurrence l'Avesnois. Et puis donc il y a de ça 4 ans, l'agence nous demande en disant votre démarche fonctionne bien, il y a de la concertation, il y a une volonté de l'ensemble des opérateurs à travailler ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un seul et même projet, un chef de file, et qu'on puisse vraiment non pas avoir 3, 4, 5 financements de différents opérateurs, mais vous définissez un projet de territoire et vous identifiez un chef de file et puis on continue à vous accompagner financièrement. Donc on s'est bien évidemment, nous en tant que parc positionné comme chef de file, hein, c'était la logique compte tenu qu'on était sur le territoire du parc naturel régional. C'était pas un opérateur technique de pouvoir de prendre ce rôle de chef de file. Ça permettait d'avoir un portage politique parce que le parc c'est 138 communes, c'est aujourd'hui 4 intercommunalités. Le parc c'est un syndicat mixte, hein, donc on est sur une structure publique, aujourd'hui présidée par un conseiller régional. Donc ça donne du poids à la stratégie. On n'est pas sur on est sur un programme d'action qui est quand même porté par une structure et une collectivité. Donc ça, c'était une première chose. Donc c'était légitime que le parc naturel régional soit justement cet opérateur et assure cette animation, avec derrière l'écriture partagée avec les différents opérateurs techniques, hein, et en l'occurrence les deux principaux qui sont le GAB Nord et la Chambre d'agriculture, mais derrière il y a aussi AproBio, Terre de Liens qui interviennent dans la démarche pour justement définir des actions concrètes à la fois, enfin, de l'amont à l'aval de cette démarche de mise en place de la filière bio. Ça se traduit principalement quand même par de l'animation. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de financer aujourd'hui des techniciens sur le territoire par structure. Donc, parce que ça, c'est, je dirais, une des forces et je pense une des clés des réussites, c'est effectivement les moyens humains qui sont aujourd'hui sur le territoire pour accompagner à la fois les agriculteurs qui veulent faire de la conversion et aussi des agriculteurs qui sont aujourd'hui en agriculture biologique et qui veulent, ou qu'il faut continuer à accompagner, à former, à faire le transfert d'expérience. Tu as cité beaucoup d'acteurs. Je crois qu'il y a un lien de plus en plus fort avec les opérateurs économiques. Est-ce que je pense que effectivement, dans le COPIL, je n'ai pas listé, mais on a donc, il y a déjà, je dirais, les acteurs qui sont plutôt en accompagnement technique, les financeurs bien évidemment, mais on a dans le tour de table les acteurs économiques. Alors, on a sur le territoire, je dirais, une structure, donc une coopérative qui est rattachée au groupe Lactalis. Et Lactalis a fait de l'Avesnois, je dirais, un de ses territoires, je dirais, de production de lait bio. Donc déjà, c'est sûr que ça aide pour tirer la filière, parce que quand le marché, je dirais, est porteur, ils sont les premiers à inciter à ce que leurs producteurs se convertissent. On a aussi sur le territoire, au niveau de la filière lait,
le GIE Biolay, qui est quand même bien implanté, avec des administrateurs qui sont à l'origine de la constitution de ce GIE. Donc on a déjà des agriculteurs, quand on parlait dans la classification des agriculteurs militants, qui eux avaient déjà depuis plusieurs décennies créé leur structure de collecte. Donc on peut aussi répondre, pour ceux qui ne sont pas ou qui ne sont pas collectés par UCANEL, pouvoir répondre effectivement à être collectés par le GIE Biolay. Donc ça, c'est clair que ça aide aussi à la conversion. Et puis on a un opérateur économique au niveau de la filière viande, qui est une coopérative, donc c'est Vinor pour ne pas la citer, donc plus une coopérative à l'échelle d'arrondissement régional, mais qui permet justement, qui aujourd'hui fait aussi de la filière bio un atout pour son développement, et donc qui de ce fait-là peut aussi faire tirer la filière viande. Donc, c'est les principaux opérateurs, parce que derrière, on l'a dit, on est sur un système agricole principalement d'élevage bovin. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des opérateurs qui, depuis le début, sont preneurs, en fait, et donc incitent, quand le marché est là, incitent leurs agriculteurs à y aller. Merci pour ce témoignage. Moi, je trouve ça quand même fort intéressant, même si on est sur un espace, un espace herbagé, cette dynamique de changement de pratique. Vous passez de 1 à 9% de SAU bio en 5-6 ans d'action. C'est vrai qu'il y a la dynamique des 2 dernières années qui joue aussi, mais la dynamique était enclenchée auparavant. Ce que je trouve intéressant, et enfin, est-ce que tu peux préciser, tu as parlé de moyens humains, d'ingénierie. C'est combien de TP sur l'agriculture biologique sur le territoire du parc naturel régional? Alors c'était, pour faire simple, il y a un chargé de mission à temps plein au niveau du parc, enfin une chargée de mission à temps plein au niveau du parc. Il y a un chargé de mission à temps plein Gap Nord qui est également localisé dans la maison du parc. Et on avait jusque maintenant un technicien à temps plein de la chambre d'agriculture qui est passé à mi-temps. Donc là, c'est là où aujourd'hui on ne voit pas trop la chambre, comment elle va évoluer. Mais pour autant, on avait, je dirais, 3 techniciens, dont 2 techniciens vraiment Gap Nord chambre d'agriculture qui assuraient l'accompagnement individuel des exploitations agricoles. Et c'est vrai qu'avec un bon relationnel en plus, je pense, humain entre les structures. Parce que ça aussi, je veux dire, on n'était pas en concurrence. Il y avait vraiment, et ça c'est ce qu'on espère tenir là, puisqu'il y a un changement de personne au niveau de la chambre d'agriculture, faire en sorte que ce ne soit pas, je dirais, un jeu de concurrence entre structures techniques, et qu'on puisse rester un travail intelligent où on est complémentaires et on se partage un peu les choses. Donc jusque maintenant, ça a très très bien fonctionné. Depuis 2006, la loi, juste pour mettre dans le contexte, il y a une loi qui a donné des compétences de développement aux parcs nationaux qu'ils n'avaient pas avant. Donc les parcs nationaux se sont dotés d'une charte, comme les PNR, une charte de territoire qui définit un peu les engagements et puis les objectifs sur 15 ans. Donc on a un volet agricole qui est très fort. En fait, depuis la création du parc, on travaille sur l'agriculture, avec pour objectif donc de préserver les milieux, mais aussi de préserver l'agriculture qui préserve les milieux. Donc voilà, de préserver le pastoralisme, de préserver les éleveurs qui sont en place, tout en les accompagnant vers des pratiques qui soient respectueuses du milieu. Donc concrètement, on a fait plein de choses. Donc au niveau de l'agriculture, ça s'est traduit par beaucoup d'actions autour du pastoralisme. Donc en ce moment, on est sur un programme d'action là pour un programme LIFE, pour inciter les éleveurs à plus pâturer et à plus utiliser la ration pastorale dans leur pratique. Donc ça se traduit par des diagnostics chez les agriculteurs et donc des visites qui sont suivies par des visites conseils et la mise en place d'un réseau d'échange entre agriculteurs pour échanger justement sur les pratiques. Après, donc, depuis le début, le parc a acheté beaucoup de foncier aussi pour maintenir les estives, pour préserver les estives. Donc on est propriétaire d'à peu près 5000 hectares. Oui, c'est pas les mêmes échelles. Peut-être. On a eu des legs aussi.
Donc il y a eu un travail aussi d'ouverture paysagère, beaucoup de travail sur les MAEC. Bon voilà, et puis bon, voilà, un travail de préservation des races locales aussi, donc races ovines, mais aussi l'abeille noire, travail sur l'apiculture. Et puis donc pour mettre en place tout ça, on a aussi une équipe de terrain, donc on a 6 permanents au parc qui travaillent sur l'agriculture. Avec le but, c'est d'avoir un lien fort avec les agriculteurs. Aujourd'hui, les éleveurs et les agriculteurs, ils se plaignent qu'on ne vient plus les voir, qu'ils n'ont plus d'accompagnement et tout ça. Là, voilà, le but, c'est d'avoir des techniciens qui sont un peu à l'écoute des agriculteurs, à l'écoute de leurs demandes, pour pouvoir aussi mieux anticiper quand eux, ils ont des demandes de travaux à faire sur le parc, pouvoir mieux les accompagner dans les travaux qu'ils vont faire. Voilà. Parce que donc, le but, c'est la réglementation. Enfin, nous, on est très axés sur la réglementation, mais on ne peut pas tout résoudre avec la réglementation. Et si on interdit des choses, il faut aussi pouvoir proposer d'autres choses à côté, pouvoir accompagner les agriculteurs dans d'autres solutions. Et ça, c'est pas forcément toujours évident parce que les agriculteurs, ils sont dans un contexte économique qui va pas forcément toujours dans le sens de la préservation de la biodiversité. Voilà, je sais plus où j'en suis. Donc tout ça, c'est toutes les actions qu'on a faites. Donc le but, en fait, pour nous, c'est d'avoir vraiment des fermes qui sont inscrites dans leur territoire, c'est-à-dire qui utilisent au mieux la ressource locale, qui sont au maximum autonomes, qui utilisent la ressource, mais qui aussi la mettent en valeur pour la préserver, la développer et pouvoir la réutiliser. Donc vraiment qui s'inscrivent, qui sont inscrites là où elles sont. Voilà, pas des structures qui sont hors sol, qui font venir du foin, de la paille, des intrants d'ailleurs. Voilà, des structures qui utilisent la ressource qu'elles ont en place et qui la mettent en valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on traduit beaucoup avec la marque. On a une marque qui s'appelle la marque Esprit Parc National qu'on est en train de mettre en place, qui est là pour valoriser les producteurs qui font le travail dans ce sens-là. Voilà. Donc pourquoi travailler sur l'agriculture biologique? C'est un programme donc, qui était inscrit dans la charte. La charte, ça a été une grande phase de concertation donc, à laquelle moi je n'ai pas participé, mais qui a réuni tous les acteurs du territoire, les professionnels, les citoyens, etc., qui a pris beaucoup de temps. Comme disait Philippe, ça a pris quelques années, 3-4 ans. Et donc l'agriculture biologique, privilégier l'agriculture biologique, c'est une action qui est ressortie fortement. Donc pourquoi? Parce qu'il y a justement un contexte qui est favorable à l'agriculture biologique avec une dynamique qui se met en place, mais parce qu'il y a aussi un besoin d'aller plus loin dans ce secteur-là, notamment au niveau de l'élevage. Pour développer l'agriculture biologique, le but, c'est qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire tout seul et qui n'aurait pas fonctionné. Donc, dès le début, on a travaillé avec les associations bio du territoire, donc Lozère Bio notamment, qui est une association qui dépend de la Chambre d'agriculture. Et en fait, on leur a demandé de faire, eux, le diagnostic de territoire et de proposer le programme d'action à travers un comité de pilotage, enfin, voilà, suivi par un comité de pilotage, un comité technique et tout ça. Ils ont fait ça avec Sudébio aussi, en partenariat avec Sudébio. Voilà, le but, c'était d'impliquer la Chambre d'agriculture dès le départ dans ce projet pour qu'elle soit actrice aussi et qu'elle soit moteur dans le programme d'action. Voilà, donc l'étude a été réalisée en 2014. Il y a des premières actions qui sont en place. En fait, la Chambre d'agriculture ne pensait pas que ça irait aussi loin et finalement, elle a été surprise. Elle pensait que ça allait être une étude, qu'on allait la financer, et puis voilà. Et en fait, elle a été surprise que le parc ait envie d'aller beaucoup plus loin, de s'investir et tout ça.
Donc l'idée, c'était de créer un poste d'animation pour mettre en place toutes les actions. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement, qui est pas, c'est un projet qui n'est pas forcément évident. On essaye que la Chambre s'approprie ce projet-là et qu'elle porte le poste d'animateur. Mais voilà, donc ça fait partie un peu des choses sur lesquelles on peine un peu là depuis 2 ans, voilà, qui sont plus difficiles. Donc ce qu'on a fait pour démarrer, c'est qu'on a embauché en direct nous pour commencer les premières actions. Et donc en termes de premiers résultats ou premières dynamiques là, depuis 2 ans, donc quelques difficultés avec les organismes de développement agricole, mais sinon est-ce que ce plan d'action, cette co-construction, on donne les clés du camion aux chambres et à Sudébio, est-ce que ça a permis justement d'enclencher une dynamique ou est-ce que ça patine encore, quoi? Est-ce que la stratégie est validée ou est-ce que après coup vous dites on aurait peut-être dû y aller tout seul? Enfin tout seul. On leur a donné les clés du camion, mais on était avec eux dans le camion quand même. Donc on a quand même bien suivi la chose. Des fois peut-être on a trop été derrière justement et peut-être qu'ils n'ont pas assez... Enfin, du coup, ça les a un peu dépossédés. Moi, là, pour l'instant, on est en train de repartir sur des nouvelles bases, donc on est optimiste, on espère que ça va marcher. Le but, c'est vraiment justement qu'on fasse les choses ensemble. C'est un peu comme une délégation, une maîtrise d'œuvre qu'on leur confie. Mais nous, on veut garder la coordination la coordination du plan d'action et puis la mise en place aussi de certaines actions qu'on voudrait porter en direct. Voilà. Dans la définition du plan d'action, est-ce qu'il y a un outil spécifique qui a été utilisé, une méthodologie? Oui, c'est une méthodologie donc, qui a été proposée surtout par Sudébio, avec des enquêtes, pas mal d'enquêtes de territoire. Je ne me rappelle plus trop maintenant, mais voilà, tout un travail auprès des acteurs et toute une analyse aussi de filière qui a été assez forte. Donc, je n'ai pas dit le contenu du programme d'action. Donc, il y avait une entrée filière. Il y a une entrée filière qui est très forte pour développer les filières d'un point de vue économique. Et dans la mise en place du plan d'action, l'idée, c'était de financer une étude, mais avec la mise en place d'actions. C'est-à-dire, pas juste de faire un diagnostic. Avec un plan d'action, c'était déjà, on commence à mettre en place des actions, à faire des analyses de filières, à faire des réunions de filières avec les producteurs et tous les acteurs de la filière pour démarrer déjà les choses, quoi. Donc il y a ce volet-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu repris le plan d'action parce qu'on s'est rendu compte que il y avait le volet économique qui était très fort, mais il y avait tout le volet pratique, savoir-faire, technique, qui manquait un peu et que nous, on a besoin de développer sur le territoire, c'est-à-dire, d'accord, on va créer un débouché économique en bio, mais comment on fait pour faire de la bio, avant tout? Et donc là, l'idée, c'est de développer la formation, de développer l'expérimentation, pour des cultures, sur des techniques qui sont adaptées au territoire, pour aller plus vers la bio. Donc, par exemple, nous, depuis 2013, on travaille en direct avec la coopérative Origine Cévennes qui produit les oignons doux en AOP, l'oignon doux des Cévennes. Donc, qui travaille, vous avez vu tout à l'heure les photos de terrasses, donc qui produit les oignons sur des terrasses. Donc, c'est des cultures qui sont magnifiques d'un point de vue paysager, mais qui sont très, très intensives et très demandeuses d'intrants. Et quand ils ont... En 2013, il y a un producteur qui a voulu s'installer en cœur de parc. Ça nous a posé beaucoup de questions, dans une zone où il y avait de l'écrevisse à pattes blanches et tout ça. Donc du coup, on est parti avec eux pour les accompagner sur de l'expérimentation pour tester des techniques alternatives aux herbicides. Donc on teste plusieurs choses depuis 2013. Et au début, ils sont allés en traînant les pieds. Et en fait, en travaillant avec eux, petit à petit... maintenant, c'est eux qui sont moteurs, c'est eux qui sont demandeurs pour créer une filière bio en oignons doux. Et puis, ils vont créer un GI2E. Voilà. Donc, il y a une dynamique assez belle là, qui se met en place.